cellules souches et se livrer à ces expériences. Et les nazis qu'on avait justement qui pratiquaient ça horrifiaient tout le monde. Maintenant, je vois que on prend ce chemin-là de la marchandisation. En plus, il va y avoir une demande qui explose si on accepte l'adoption homosexuelle. Je ne voudrais pas qu'on donne la vie, qu'on emploie en plus des pauvres, des gens qui seront dans des situations financières difficiles, à qui on va fixer cette tâche de donner la vie pour finalement la reprendre. Donc voilà la question, le problème éthique que je me pose. Et je ne vous cache pas que je suis tout à fait opposée à votre combat de ce point de vue. Je vous remercie. Et vos propos sont fort intéressants. Et cela peut vous paraître surprenant. Je les comprends. Je les admets peut-être pas tous, mais j'imagine quel est l'effort intellectuel et sentimental, éthique qui est le vôtre pour parvenir à une telle appréciation. Il est certain qu'il est inacceptable que l'on puisse marchandiser un embryon et le vendre. L'homme est une fin en soi. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque j'ai fait voter la loi sur la greffe d'organes, à l'évidence, le don était ce qu'il est étymologiquement un acte gratuit. Il est impensable que dans nos sociétés occidentales démocratiques, avec l'espoir que nous sommes accompagnés par d'autres, on puisse en effet vendre, acheter des embryons. Par contre, si on prend des embryons de 38 cellules, c'est pas beaucoup, il faut les regarder au microscope, on peut à ce moment-là bénéficier de cellules souches. Alors évidemment, si vous êtes croyante, 38 cellules dans la glomérule, c'est déjà la vie d'un être humain. Pour moi, certainement pas, il n'y a pas de diversification. La vie ne peut apparaître au sens humain du terme que au 11e jour, lorsque précisément les cellules vont chacune avoir leur fonction, quoi qu'il en soit. Si, en prélevant uniquement quelques cellules, nous pouvons faire progresser la science et faire en sorte que des personnes qui ont la sclérose en plaques soient sauvées, que celles qui seraient menacées ne le soient plus, que celles qui devraient risquer la maladie d'Alzheimer, qui est également épouvantable, ne seront pas frappées pareillement. Je dis qu'il appartient à l'homme, dans un cadre juridique strict, oui, de faire en sorte que nous puissions faire progresser la biologie pour le profit de l'humain. Pour le surplus, je ne pense pas, et je l'ai dit d'un mot, qu'il faille aboutir, ce serait désastreux, au clonage. Le clonage est un péché contre l'esprit. Je ne sais pas quelles sont vos convictions philosophiques. Moi, j'ai un grand respect pour la dignité humaine. Je pense que, même s'il n'y a pas de créateur dans l'univers, l'homme est digne parce qu'il est humain. Et qu'à ce titre, nous devons toujours lui porter respect. Alors, quand vous abordez tous les autres débats que j'ai évoqués, vous avez le droit, évidemment, de ne pas accepter mes propositions. Vous auriez, comme parlementaire, pu voter contre. Il y a des textes que j'ai fait voter qui n'ont pas eu l'unanimité. Ils ont eu la majorité. Mais franchement, je pense que lorsque j'ai défendu la liberté sexuelle, lorsque j'ai également voulu redonner de la dignité aux transsexuels, lorsque j'ai voulu que les femmes puissent avoir la joie de la maternité par la procréation médicale assistée, je ne vois pas en quoi je pourrais en quelque sorte altérer le plan divin préétabli dans la mesure où vous êtes croyante. Parce que je pense que l'humain mérite notre considération, mais l'humain a le droit de faire des progrès. Et si des hommes n'avaient pas eu l'audace de tenter des aventures, nous serions toujours les hommes de Cro-Magnon. Alors, ne parlez pas des nazis. À l'évidence, c'est effroyable. Mais là, les nazis le faisaient pour des intérêts politiques sordides et pour des aberrations mentales. Là, vous êtes avec qui? Vous êtes dans le cadre d'une démocratie, d'un régime de droit, avec des savants, avec le contrôle à la fois déontologique et parlementaire. Ce n'est pas du tout comparable. Mais pour autant,
c'est vrai qu'on doit se poser des questions, et c'est pourquoi je disais, méfions-nous de toutes les dérives. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il nous faut nécessairement être plus que vigilants. Dans la persévérance de l'action, ceci ne nous interdit pas, par ailleurs, d'être plus que attentifs à ce qui pourrait être un désordre. Et je vous remercie, madame, des questions que vous m'avez posées. Merci Claude. Bonjour Julien. Alors la question de Julien, mon cher maître, est surtout dernier livre qu'on vient de dernier livre qu'on vient de le lire, on peut dire, a été publié récemment, tout récemment dans l'esprit de livre. On peut dire ça c'est votre livre, mon cher maître, n'est-ce pas? C'est votre livre. Alors vous avez écrit depuis des années, mais ça c'est votre dernier entretien avec Paul. Vous-même, comment vous voyez ce livre-là, mon cher maître? J'ai accepté que M. Paul Marcus ait des entretiens avec moi et que nous publions à Cherche Midi précisément cet ouvrage. Paul Marcus est un historien, c'est un homme de grande culture, et notamment il a un attachement profond pour ce que dans nos manuels scolaires nous appelions la Perse. Et il est professeur à la fois au lycée Carnot, aujourd'hui à la retraite, et professeur, il était également à Sciences Po. Donc nous avons parlé très librement. Cela a duré plusieurs mois, d'une manière discontinue. Cet ouvrage est brut de décoffrage. Il n'y a pas de retouche. Il y a des répétitions, mais il n'y a pas de retouche. Et c'est pourquoi je crois qu'il est vivant. C'est vrai que j'aborde des débats difficiles. J'aborde des débats politiques, j'aborde des débats sociaux, j'aborde des débats éthiques, j'aborde même un débat difficile, l'inceste. Et c'est vrai qu'en France et en Occident, il y a beaucoup plus de pratiques d'inceste que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, je me suis engagé dans ces voies et je me suis efforcé de faire aboutir ce que je crois être une vérité. Dans mon ouvrage, dans le dernier paragraphe, je parle d'une poupée de son. Qu'est-ce que c'est que la poupée de son? Je suis sur le quai de la gare Matabio à Toulouse. Nous sommes en 1943, fin avril. Devant moi, il y a un monde de fous, évidemment, sur le quai de la gare. Moi, j'ai des faux papiers puisque je vais organiser un parachutage d'armes et quelques jours avant, nous avons fait sauter un convoi allemand. Donc, je suis avec mes faux papiers et je me rends à Agen. Et devant moi, je bute sur 3 sous-officiers allemands, un couple qui porte l'étoile jaune, menotté, et la maman tient de sa main droite libre une petite fille avec une redingote, de grands yeux clairs et des cheveux blonds. Et elle tient contre elle une poupée. Dans la bousculade, la poupée tombe. Je la ramasse. Au moment où je la lui tends, elle a un beau sourire. Un des sbires allemands me tape sur le bras et je tombe la poupée. À nouveau, la poupée est écrasée. Je la cherche, je la trouve. Mais entre-temps, déjà, le couple s'était avancé dans le wagon. Je monte derrière dans des conditions difficiles et je me dis, ils sont là. Et pour cause. Et de fait, je bute sur un compartiment qui est fermé et il y a écrit « Verboten ». Impossible d'entrer. Donc, il y a le couple, il y a l'enfant. Et moi, je suis avec la poupée. Et mes papiers, mes faux papiers. Et donc, j'attends, je reste dans le wagon, debout, et il y a un couloir latéral, et je me dis, d'ici à Agen, quand même, 1h30 de train, la fillette pourra aller peut-être aux toilettes, le papa, la maman, bah, je pourrais donner la poupée. Et j'arrive à Agen, personne n'est sorti du wagon, du compartiment, le train s'en va, oui, j'ai le sentiment d'un vide total. Et 48 heures plus tard, lorsque je reviens chez moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends la poupée, je prends une grande pelle à neige, et j'incinère cette poupée. Et je fais une petite tranchée et j'y mets les cendres. Et à ce moment-là, par une symbolique personnelle à laquelle je suis attaché, moi qui suis un libre penseur, je pense à cet enfant. Je lui donne un tombeau, elle qui va être jetée dans un crématoire et dont les volutes de fumée se perdront dans le ciel polonais. J'ai eu le sentiment
que je me rapprochais d'elle, cet enfant inconnu, que je ne connaissais pas, que je ne connaissais jamais, qui ne venait de nulle part et qui allait vers la mort parce qu'elle était une petite juive, oui c'est vrai, j'ai fait cet acte symbolique et je ne savais pas que quelques semaines plus tard, à mon tour, je serais arrêté par la police allemande. C'est joli, non? Ben, c'est très émouvant, forcément, oui. Ouais. Ce que vous venez de dire, oui. Oui. Ça, c'est une partie, oui, c'est bon, il y a un petit problème, c'est réglé. Cher maître sénateur Henri Caillard, on a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui vont poser des questions, mais j'aimerais bien qu'on parle encore de votre livre, surtout, je sais que vous avez un rendez-vous tout à l'heure aussi, mais Julien, on vous écoute. Écoutez, moi voilà, j'aurais voulu vous poser deux questions, en fait, que je vais essayer de faire très brève. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré finalement sur le combat pour la liberté des mœurs et non pas tellement des opinions, puisque en gros, les opinions d'extrême droite, vous les avez farouchement combattues, et que finalement les opinions d'extrême droite ne sont intéressantes politiquement que parce qu'elles sont combattues. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est je viens dans votre combat, et je vous pose la question de savoir, quand on sait le nombre d'enfants qui sont en attente d'être adoptés parce que leurs mamans doivent signer un acte horrible qui est un acte d'abandon pour être adoptés, pourquoi est-ce que vous défendez le droit à l'enfant, qui est un droit de possession en fait pour une maman qui veut un enfant, voilà, qui veut connaître les joies de la maternité, alors qu'il y a tant d'enfants qui sont en mal de maman. Voilà, c'était les deux questions que je voulais vous poser. Elles sont d'ailleurs fort intéressantes. Très différentes. Oui, et vous êtes certainement jeune, et à tout le monde, ce que vous dites est très sensé. Quel âge avez-vous, Julien? 33 ans, donc je suis plus très jeune, mais oui, enfin. Alors, très jeune. À votre âge, j'étais député, mais gardez votre jeunesse, et surtout votre fraîcheur d'esprit. Bah, merci. Je me suis occupé des mœurs pour une simple raison. Je suis étudiant à Toulouse. Je suis un rugbyman. Je suis un homme de combat. Moi, j'aime les sports collectifs et où il y a quand même de la virilité. Ça s'entend encore dans votre voix. Oui, donc je suis un rugbyman. Et je suis avec un de mes camarades de lycée, qui est notoirement un inverti, mais ça ne me gêne pas. Son père est un ami du mien, et c'est vrai, nous sommes à la licence de philo ensemble, et nous prenons un jour, au café Albry, le café tous les deux, lorsque le garçon arrive et nous dit « Qu'est-ce que je donne à ces deux fillettes ?» Je vais vous dire qu'il n'a pas eu terminé, que le plateau était déjà par terre, que je lui avais fait une clé et qu'il était sur mon talon. Alors évidemment, émeute, basculade, etc. Et on m'embarque. Et je vais au commissariat. Et le commissaire de police en personne me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes étudiant ?» Je dis « Oui. » « Vous êtes étudiant en droit et en lettres ?» Je dis « Oui. » « Et vous vous battez pourquoi ?» Je dis « Monsieur, je ne me bats pas. On m'insulte. On insulte un de mes camarades. Il est à l'époque, on disait pédéraste. Ouais. Il est pédéraste. Ça ne me concerne pas. Sa pédérastie, c'est pas la mienne. C'est un de mes amis. C'est un très bon élève, un très bon étudiant. Je le connais, je connais sa femme, je connais sa famille. Donc, vous me permettez que même que, puisque moi je suis plus costaud que lui, et que je sache, parce que je joue aujourd'hui, plaquer ce bonhomme, c'est mon devoir, il nous insulte. À partir de là, j'ai dit, mais de quel droit on peut se permettre de pareillement juger un individu sur son sexe. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, je dois avoir 19 ans, oui, je me suis intéressé aux mœurs, alors que, par habitude, je suis un hétéro, et j'ai essayé de tuer le plus de palommes possible, mais il en est resté dans le ciel. Et pourquoi que aux mœurs? C'est ça que je voulais dire. Pourquoi est-ce que vous avez plus centré votre combat sur la liberté des mœurs que sur la liberté d'opinion? Attendez, je vais répondre. D'accord. Et vous m'avez posé donc une deuxième question, à laquelle je ne peux pas me soustraire. J'ai également déposé des textes sur l'adoption. Il y a d'innombrables enfants qui sont dignes d'être adoptés et qui sont dans la souffrance. Je vais vous faire un aveu que je n'ai jamais dit à personne publiquement. Je suis ministre de la France d'outre-mer. Je vais au Mali. Et là, dans une léproserie, un petit gamin de 3 ans, 4 ans, se jette dans mes bras
Et il me sert le plus possible, je le prends, je l'embrasse, il est plein de morve peut-être, mais c'est un beau bébé, c'est un beau petit garçon. Et pendant les 2 jours où je suis au Mali, ce gosse ne me quitte pas, sauf évidemment que les bonnes sœurs le font coucher. Ouais. Et je me pose la question, et c'était Colombani qui était gouverneur de la France d'outre-mer. Ah, il me dit, si tu veux, j'avais l'avion évidemment ministériel, il me dit, si tu veux, tu peux prendre l'enfant et tu régulariseras une situation en France. Je tutoyais Colombani. Je me suis posé une question qui va vous paraître dérisoire et vous aurez raison. Je me suis mis à Lot-et-Garonne. J'ai déjà 3 enfants. Je n'avais pas mon 4e fils. J'arrive avec un petit Africain, on va dire ce qu'il y avait. Il avait aussi une maîtresse nègre. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Et nous avons voté pour cet individu. J'ai eu peur du camp des ratons, vous voyez? J'ai eu peur d'avoir peur. Et j'ai eu peur, et c'est vrai, que cet acte de lâcheté, je dis bien de lâcheté, parce que ma femme aurait accepté d'élever l'enfant. Parce que pour nous, il aurait été égal aux autres. Parce que dans ma vie d'homme, j'ai fréquenté des couples qui ont eu des enfants par la suite, après une adoption. Et des adoptions d'enfants étrangers, de couleur, jaune ou noir. Et ces enfants sont totalement intégrés. Je n'ai jamais été raciste. Je suis au contraire très attaché au métissage de la pluralité. Il appartient à chacun d'avoir son propre destin. Je vous ai répondu avec beaucoup de franchise. Peut-être, je devrais vous dire que le droit à l'adoption n'est pas simplement le droit de la possession. L'adoption, c'est aussi le droit de l'enfant. Je dis le droit de l'enfant. L'enfant qui est dans un ghetto, l'enfant qui est dans la souffrance, l'enfant qui est dans le malheur, l'enfant qui est à l'abandon, même dans une structure administrative, il a droit au bonheur, il a droit de la tendresse, il a droit à jouer avec son papa, il a le droit de jouer avec sa maman, même s'il n'est pas de ma chair, il est à moi. Parce que un être vivant, c'est un être que l'on aime. Un enfant peut-être étranger, on l'aime. Moi j'aime les gamins, et vous savez, quand je vois mes arrière-petits-enfants, à la sortie de la commune, se tenir par le cou avec un petit Africain ou un petit Asiatique, si vous saviez que j'ai un grand bonheur, je me dis quand même, il y a une évolution. La société n'est pas aussi sordide que je le croyais. Il y a des progrès, il y a des étincelles. Et évidemment, nous sommes encore dans la nuit de l'orage. Mais il n'empêche qu'il faut avoir confiance dans l'homme. J'ai foi dans l'homme, parce que j'ai foi dans la démocratie, mais parce que j'ai foi précisément dans le destin de ceux qui sont des hommes libres. Merci, sénateur Henri Caillavé. Vous écoutez votre radio ici maintenant et j'ai le plaisir de recevoir sénateur Henri Caillavé. Mon sénateur, je sais que vous avez un autre rendez-vous, mais comme la dernière question, vous, si vous permettez, puisqu'il y a beaucoup d'appels, c'est vrai, mais comme dernière question, la laïcité, à votre avis. Est-ce qu'avec un système pouvoir, un gouvernement de droite peut mieux avancer en France ou avec un pouvoir gouvernement de gauche? Personnellement, je suis laïque. Je vous dirai pourquoi. Je suis président d'honneur du comité Laïcité République. Mes parents ne m'ont pas fait baptiser. Je ne suis pas enclin à recevoir le baptême. Les religions sont loin de mes préoccupations. Mais je respecte bien évidemment ce qui est pour beaucoup une sauvegarde, et à tout le moins, je ne sais pas si je n'ai pas tort. Donc je n'ai pas l'ambition de dire que le dogme est faux, je dis simplement, il ne me concerne pas. Qu'est-ce que c'est qu'un laïc? Un laïc, c'est un homme d'ouverture. Parce que la laïcité, ce n'est pas simplement une notion juridique, la séparation des églises et de l'État. La laïcité, c'est précisément une espérance, la foi dans l'homme, de penser que l'homme est capable de progrès et d'accepter l'autre, parce que l'autre est un étranger, et toujours un étranger. Donc, il faut que moi-même, je me dépouille de mon égoïsme pour écouter celui qui n'est pas semblable à moi. Mais celui qui n'est pas semblable à moi est aussi respectable que moi. Et donc, il faut que j'ouvre ce dialogue. Et c'est pourquoi le pluralisme religieux, le pluralisme philosophique, le pluralisme éthique est indispensable pour la sauvegarde et l'illustration du progrès. Un laïc ne jette pas d'anathème. Il ne punit personne. Il écoute, il respecte et il permet à tous de pouvoir s'exprimer. La laïcité,
c'est un état de nécessité qui autorise chacun d'entre nous à affirmer ses convictions. Je viens de le faire. Vous n'allez pas me critiquer. Vous pouvez dire le contraire de ce que je pense. Vous êtes respectable et vous avez le droit de le dire. Si au contraire, je suis enfermé dans un dogme religieux, j'allais dire satanique, à ce moment-là, vous n'avez plus d'autre possibilité que de croire. Vous ne devez que croire ce que l'on vous dit et vous n'avez pas le droit de le discuter. L'esprit critique est à ce moment-là aboli. Or, sans esprit critique, l'homme serait non plus celui de Cro-Magnon, mais certainement celui de Néandertal. Donc, c'est vrai, pour moi, la laïcité, c'est le ferment de la liberté. Et c'est l'étincelle qui nous permet de découvrir les étoiles libertaires, les étoiles de la générosité, les étoiles de la solidarité. Sénateur Henri Caillot, je vous ai dit la dernière question, Morgan vient d'insister, il veut que vous parliez quelques minutes de vos souvenirs anciens de la Perse. Pardon? La Perse, vous avez visité l'Iran à l'époque. Vos souvenirs d'Iran. Je suis allé 2 fois en Iran. C'est un pays somptueux. C'est vrai que j'y allais avec la tête emplie par les grands mirages de l'Antiquité et l'histoire de la Perse, dont nous sommes les fils. Nous avons quand même, grâce aux Grecs et grâce aux Macédoniens, puis les Romains, nous avons quand même en partie reçu l'héritage persan. Physiquement, c'est un pays superbe. D'abord parce qu'il est avec des oppositions exceptionnelles. Et par ailleurs, il est d'une richesse historique extraordinaire. Quand je suis à Rome, je suis au milieu de décombres. Quand je suis en Grèce, je suis avec des temples, ou à Delphes, dans un lieu magique. Mais la Perse, c'est une ampleur toute particulière. A fortiori, lorsque vous allez à Persépolis ou vous allez à l'Ispahan. Oui, c'est vrai, ce sont des pays enchanteurs. Et quand vous passez de l'autre côté de la montagne et que vous arriviez sur la Gaspène, c'est aussi une autre forme de culture qui apparaît. On voit bien l'influence de l'Asie à travers précisément toutes vos populations. Alors, moi je dis qu'il est dommage qu'un grand pays comme la Perse, qu'un grand pays comme l'Iran, ne soit pas un pays pleinement démocratique. Peu importe la bombe atomique, on a tellement mieux à faire que la bombe atomique. On devrait d'abord faire de la charité, puis en faire de la promotion sociale, et faire surtout que les gens vivent dans la paix, dans le bonheur, et surtout dans la félicité. Alors la Perse, oui, la Perse de l'Antiquité est pour nous un exemple. L'Iran d'aujourd'hui, je forme le souhait qu'il découvre ses racines à nouveau, parce qu'elles sont magnifiques et elles touchent au cœur de l'homme. Merci mon cher maître Henri Caillavet, je vous embrasse très très fort. Merci d'accepter notre invitation et je sais que vous avez un autre rendez-vous et il y a beaucoup d'appels, mais ne vous inquiétez pas, très très prochainement, encore on va voir le sénateur Henri Caillavet avec nous mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM.